dans les coins les plus sauvages de l'Amérique, où les glaciers, les canyons et les forêts denses gardent leurs secrets. Même ceux qui connaissent en ces terres, comme leurs poches, disparaissent. Brendan Jackson, garde forestier des montagnes Adirondack, a disparu dans le silence de Duck Hole, ne laissant derrière lui qu'une tente vide et des questions sans réponse. Benjamin Drake s'était volatilisé près du glacier Swift Current à Glacier, ne laissant derrière lui qu'une casquette sur un rocher inaccessible. Paul Harris a fait un pas derrière un rocher dans le canyon de Zion et a disparu sans laisser de traces. Ces rangers, gardiens de la nature sauvage, sont devenus l'un de ses plus grands mystères. Que cachent ces lieux? Et pourquoi même des pisteurs expérimentés disparaissent tant-ils comme si la nature elle-même les avait effacés? Le samedi 7 juin 2025, au soir, le silence s'est abattu sur Duck Hole, dans la partie ouest de la région sauvage des High Peaks, dans les montagnes Adirondack. Situé à quelques kilomètres de la route la plus proche, cet endroit est l'incarnation même de la nature sauvage. Un paysage isolé et austère, marqué par les vestiges d'un ancien barrage détruit par l'ouragan Irene et entouré par les sommets des monts McNaughton et Santanoni. Au début du mois de juin, les nuits y sont encore fraîches et les journées modérément chaudes, ce qui crée des conditions idéales pour s'isoler dans la nature sauvage. À 19h22, heure locale, le crépitement d'une radio a rompu le silence. La voix calme de Brendan Jackson, un assistant garde forestier de 42 ans, a retenti sur les ondes alors qu'il contactait le centre de dispatching du département de la protection de l'environnement de l'État de New York à Raybrook. Il a indiqué sa position, le campement de Duck Hole, et a terminé sa journée de travail. Il s'agissait d'une procédure standard, un geste routinier pour un garde forestier effectuant une mission de plusieurs jours au cœur de la forêt. Après ce message, le silence est retombé. Mais le silence qui s'est installé n'était pas simplement le calme paisible de la nature sauvage. C'était un vide qui passait inaperçu. Une question fondamentale se pose alors. Comment un homme aussi profondément attaché à cette région sauvage et faisant partie intégrante du système mis en place pour la protéger, a-t-il pu disparaître des radars officiels pendant 8 jours? Pour comprendre toute l'ampleur de la tragédie, il faut comprendre qui était Brendan Jackson. Il n'était pas seulement un garde forestier, c'était un historien, un guide et un gardien de la nature sauvage à l'ère numérique, dont la perte a touché de nombreuses communautés. Brendan Joseph Jackson est né à Albany et a obtenu son diplôme de la Central High School de Bethlehem. Son parcours universitaire reflétait son double intérêt pour la technologie et la nature. Il a obtenu un diplôme en génie mécanique au Rochester Institute of Technology, puis une licence en sylviculture au Paul Smith's College et une maîtrise en gestion des ressources forestières au College of Environmental Science and Forestry de l'Université SUNY. C'est au Paul Smith's College que sa passion pour la nature s'est vraiment épanouie. Il est devenu le leader du club de randonnée, organisant des randonnées et des expéditions qui ont forgé son caractère et approfondi sa connaissance de la nature sauvage des Adirondacks. En 2008, Jackson a commencé sa carrière au DEC en tant qu'assistant forestier saisonnier, un poste qu'il a occupé chaque année. Il a également travaillé comme gardien dans des postes isolés près du lac Colden et du barrage Marcy, au cœur des High Peaks. Son dévouement était évident dans son travail. Il a participé à de nombreuses opérations de sauvetage, aidant des randonneurs égarés, malades ou blessés, faisant preuve de calme et de compétence dans les situations les plus difficiles. L'une des caractéristiques les plus singulières de Jackson était sa vie active sur Internet, sous le pseudonyme D. Setar,
sur des plateformes telles que ADK Forum et Reddit. Il n'était pas seulement un participant, mais une véritable autorité, une célébrité de la forêt, comme certains l'appelaient. Ses messages étaient connus pour leur gentillesse, leur sagesse et leur incroyable niveau de détail. Il partageait sa vaste expérience en donnant des conseils sur la sécurité, les itinéraires et l'équipement, éduquant ainsi toute une génération de touristes et leur inculquant le respect de la nature sauvage. Sa présence en ligne est devenue une ressource essentielle pour des milliers de personnes qui planifiaient leur randonnée dans les Adirondacks. La passion de Jackson pour la nature sauvage allait bien au-delà de ses obligations professionnelles. Il s'était fixé comme objectif personnel de passer la nuit dans chacun des 392 abris publics de l'État de New York et avait réussi à accomplir environ 75% de cette tâche. Il tenait un registre minutieux de toutes ses randonnées dans des tableaux Excel, notant les kilomètres parcourus, l'altitude atteinte et les lieux visités. Il a créé une tradition unique pour ses amis, une ceinture de scout composée de capsules de bouteilles, chacune symbolisant une certaine réussite lors d'une randonnée. Ses connaissances étaient si précises et si vastes qu'il a été sollicité pour relire et corriger les cartes officielles du club de montagne Adirondack. L'importance de Brendan Jackson résidait dans sa capacité unique à réunir deux mondes. Il était à la fois un expert traditionnel de la nature sauvage, un homme qui passait jusqu'à une centaine de nuits par an dans les bois, et un bâtisseur moderne de communautés numériques. Son activité en ligne n'était pas un simple passe-temps, mais le prolongement de sa mission de gardien. Grâce aux outils numériques, il a démocratisé les connaissances sur la nature sauvage, les rendant accessibles à un public beaucoup plus large que n'importe quel guide traditionnel ou guide touristique. Revenons donc au jour de la disparition de Jackson. Le dimanche matin, 8 juin, Brendan Jackson n'a pas donné signe de vie. Le dimanche soir, il n'a pas signalé la fin de sa journée de travail. Le lundi matin, il n'a toujours pas donné signe de vie. Cette séquence inquiétante s'est répétée jour après jour. Selon son emploi du temps, il devait effectuer 11 sorties obligatoires cette semaine-là, mais aucune n'a eu lieu. Au centre de dispatching de Raybrook, ces appels manqués n'ont suscité aucune réaction. Alors que le système officiel restait silencieux, le réseau d'amis proches de Jackson a commencé à s'inquiéter. Son absence prolongée sur les réseaux sociaux et son silence étaient tout à fait inhabituels. Le samedi soir 14 juin, exactement une semaine après son dernier message, son amie Danielle Carr a décidé d'agir. Elle a commencé par envoyer des messages privés à 3 autres rangers pour savoir s'ils avaient eu des nouvelles de Brendan. N'obtenant pas de réponse immédiate, elle a appelé directement le centre d'appel de Raybrook à 22h23 et a demandé si Jackson avait été en contact. La réponse du répartiteur a été déterminante. Il y a eu un silence, puis elle a été mise en attente, avant d'apprendre qu'il ne connaissait pas son statut et qu'il transmettrait ses informations à son supérieur. C'était la confirmation choquante que le système avait complètement échoué. À 23h03, l'un des rangers à qui elle avait décrit l'a rappelé et a confirmé ses pires craintes. Le dernier contact avec Jackson remontait au 7 juin. L'opération de recherche n'a pas été lancée grâce à un protocole de sécurité efficace, mais grâce à l'insistance et à l'inquiétude d'un ami. Les recherches ont commencé avec une semaine de retard, et leur issue tragique a été aggravée par les conséquences de ce retard, qui ont laissé des cicatrices indélébiles dans le cœur de la famille, des amis et des collègues de Jackson. Tôt le matin du dimanche 15 juin, jour de la fête des pères, 2 gardes forestiers ont été envoyés à Duck Hole pour retrouver leurs collègues disparus. Vers 10 heures, les gardes forestiers ont découvert la tente de Jackson
dans l'un des campings de Duck Hole. À l'intérieur, ils ont trouvé son corps. Le retard de 8 jours, compte tenu de la chaleur qui régnait en juin dans l'Adirondack, a eu des conséquences catastrophiques et irréversibles qui ont largement dépassé le simple décès. Tout d'abord, le corps de Jackson a été retrouvé en état de décomposition avancée. Cela a rendu impossible la réalisation d'une autopsie complète afin de déterminer la cause exacte du décès, laissant sa famille dans une douloureuse incertitude. Deuxièmement, en raison de l'état des restes, la famille n'a pas pu organiser des funérailles avec cercueil ouvert. Cette tradition culturelle et émotionnelle qui permet aux proches de voir le visage du défunt une dernière fois leur a été refusée, ce qui a aggravé leur chagrin. Troisièmement, les Rangers qui ont découvert et évacué le corps de leur ami et collègue ont été confrontés à une scène profondément traumatisante. Ils ont dû faire face à des tissus mous, des liquides et des odeurs qui les hantent, ce qui a constitué pour eux un fardeau psychologique inutile qui aurait pu être évité si les secours avaient réagi à temps. Ce cas illustre clairement comment une défaillance du système peut avoir un effet en cascade. La défaillance initiale, à savoir l'absence de réaction à l'appel manqué, a directement entraîné une série de traumatismes aggravants. Elle a privé la famille de réponses sur les causes du décès, les a privés d'un adieu traditionnel et a causé un grave traumatisme psychologique à leurs collègues secouristes. Il ne s'agit donc pas simplement d'une histoire d'appel manqué, c'est une démonstration frappante de la façon dont une seule omission administrative évitable peut provoquer une réaction en chaîne, entraînant de nombreuses souffrances humaines à long terme. Le préjudice ne réside pas seulement dans la mort elle-même, mais aussi dans les circonstances de sa découverte. Les médecins n'ont pas pu déterminer la cause du décès, la famille n'a pas pu lui faire ses adieux, et les gardes forestiers qui l'ont retrouvé ont subi un traumatisme psychologique profond. Des rumeurs circulent encore sur ce qui a pu arriver aux gardes forestiers et sur les raisons pour lesquelles un homme aussi expérimenté a disparu pendant 8 jours avant d'être retrouvé mort. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucune information supplémentaire, mais cette tragédie n'est pas un simple accident. Elle a émis en évidence les problèmes chroniques auxquels est confronté le service des gardes forestiers. Manque de personnel, conflits liés aux heures supplémentaires, équipements obsolètes et absence de soutien pour ceux qui sont constamment confrontés à des blessures et à la mort. Le parc national de Glacier est un coin sauvage et majestueux du nord du Montana, où les glaciers, les forêts denses et les falaises abruptes forment un paysage qui impressionne même les explorateurs les plus expérimentés. Parmi les employés du parc, il était connu non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son imprévisibilité. À la fin de l'automne, les touristes s'y aventurent rarement. Les sentiers sont déjà recouverts de glace et les nuits deviennent mortellement froides. C'est précisément à cette époque, en novembre 1991, qu'a eu lieu une disparition qui, à ce jour, laisse perplexes les employés du service des parcs nationaux et qui est considéré comme l'un des cas les plus troublants de l'histoire de Glacier. Le garde forestier Benjamin Michael Drake, 30 ans, était l'un des employés les plus respectés du parc. Originaire de la ville de Helena, il travaillait pour le service des parcs nationaux depuis plus de 7 ans et avait à son actif des centaines d'heures de patrouille en solitaire dans des zones difficiles d'accès. Drake était un homme solide et endurant, à la réputation irréprochable. Il ne buvait pas, ne fumait pas et suivait toujours strictement les instructions. Ses collègues soulignaient son instinct de prévoyance, sa capacité à évaluer la situation
à anticiper les changements météorologiques ou les dangers potentiels. Le 20 novembre 1991, Drake est parti pour sa dernière ronde nocturne dans la région du glacier Swift Current. Malgré sa relative accessibilité, cet endroit était connu pour ses conditions météorologiques changeantes et ses zones ombragées où le signal radio pouvait disparaître. Benjamin est néanmoins parti en patrouille à 15h10, 3 heures avant le coucher du soleil, et a confirmé sa position par radio. J'approche de la partie sud de l'ancien sentier. Je veux vérifier s'il reste des campements près de la lisière de la forêt. Au cours des 40 minutes qui ont suivi, Drake a pris contact à plusieurs reprises pour confirmer que tout se déroulait comme prévu. Cependant, à 16h03, il a transmis un message qui allait s'avérer crucial pour l'enquête. « Je vois une tente isolée à la lisière de la forêt. Elle a bel à l'air improvisée. Je vais aller vérifier. » Ce fut son dernier message. 28 minutes plus tard, lorsque Drake ne s'est pas présenté à la session de communication suivante, le garde forestier de service a tenté de le contacter. Il n'a pas reçu de réponse. Le temps a commencé à changer rapidement ce soir-là. La température a chuté brutalement. Il s'est mis à neiger et un vent faible s'est levé. À 17h10, la décision fut prise d'envoyer une équipe d'intervention d'urgence qui partit vers 18h en direction du glacier. Lorsque les sauveteurs arrivèrent dans la zone indiquée, il faisait déjà nuit noire. La neige s'intensifiait et la visibilité diminuait rapidement. Néanmoins, grâce aux traces laissées sur le sol humide et la fine couche de neige fraîche, il a été possible d'établir que Benjamin était bien descendu jusqu'à la lisière de la forêt. Ces deux traces étaient hautes et nettes et assurées, sans aucun signe de panique ou de mouvement désordonné. Cependant, à environ 15 mètres de l'endroit indiqué dans le message, les traces s'arrêtaient brusquement. Sur le sol gelé, il n'y avait aucun signe de chute, de lutte, de déplacement du corps, rien. Comme si l'homme avait tout simplement disparu. Les sauveteurs ont minutieusement inspecté chaque repli du relief à proximité, ont regardé sous les souches, ont examiné les racines des arbres, mais en vain. La seule preuve matérielle de la présence de Drake était sa radio, trouvée dans l'herbe au pied d'un pin. Elle était allumée, la batterie presque déchargée, mais le bouton d'émission fonctionnait. Il n'y avait plus aucune voix enregistrée. La radio n'avait pas émis de message après 16h03. Les recherches reprirent le lendemain avec des renforts. Plus de 40 personnes participèrent à l'opération, dont des spécialistes des zones glacées, des pisteurs, des chiens et 3 équipes équipées de matériel d'alpinisme. Ils ont ratissé chaque mètre de la trajectoire présumée de Drake, en utilisant les plans des patrouilles, les enregistrements des stations météorologiques et les témoignages des employés. Le 3e jour des recherches, alors que les conditions météorologiques s'étaient légèrement améliorées, l'un des hélicoptères a repéré quelque chose d'inhabituel. Un petit objet était visible sur un rebord rocheux, à environ 1,5 km au nord du lieu de la disparition. Il était impossible de l'atteindre depuis le sol, car il s'agissait d'une paroi abrupte d'environ 70 mètres de haut. À l'aide d'un treuil, les employés ont organisé une ascension et ont découvert la casquette du service des parcs nationaux sur le rebord. Comment ce couvre-chef s'est retrouvé à une hauteur accessible uniquement aux alpinistes, sans aucune trace d'escalade, reste un mystère. L'objet était sec, sans trace de sang, de dommages ou d'autres traces d'impact. Aucun autre vêtement, aucun corps, aucun signe indiquant que quelqu'un était monté là-haut n'a été trouvé. Après la découverte de la casquette de Benjamin Drake sur le rebord de la falaise, les recherches ont repris de plus belle. Cette découverte semblait incroyable. Sans équipement d'alpinisme, il était impossible de monter là-haut. Ni ce jour-là, ni plus tôt dans la saison,
aucun groupe d'alpinistes n'avait été signalé dans la région du glacier Swift Current. Il n'y avait aucune trace de chaussures, aucune éraflure due à du matériel, ni même de traces de neige fraîche sur la roche gelée, comme si l'objet s'était retrouvé là tout seul. L'un des enquêteurs présents lors de la remontée a déclaré plus tard dans son rapport « On a l'impression que la casquette a été posée là, comme si elle était tombée verticalement d'une grande hauteur, ou avait été soigneusement placée par quelqu'un, mais pas par un être humain. » Les recherches se sont poursuivies pendant près de 3 semaines. Toutes les zones rocheuses accessibles, les ravins boisés, les grottes cachées et les zones le long du flux glaciaire ont été inspectées. À un moment donné, des géophysiciens ont même été appelés sur place pour scanner le sol à la recherche de cavités ou de creux souterrains. Tout cela sans résultat. Le corps de Benjamin Drake n'a jamais été retrouvé. Mais l'affaire était compliquée non seulement par sa disparition, mais aussi par des détails étranges qui ont commencé à émerger dans les mois qui ont suivi. Tout d'abord, le journal de la radio, écouté plus tard, a enregistré un bref message radio et des bruits étranges. Ce fragment durait moins de 2 secondes et était enregistré avec de fortes interférences. Les experts ont confirmé que la fréquence correspondait à celle de la radio de patrouille de Drake. Deuxièmement, 6 mois plus tard, lors d'une patrouille printanière, un autre garde forestier, un nouveau venu nommé Charles Attridge, a signalé avoir vu à la tombée de la nuit, dans la même zone, 2 silhouettes immobiles en uniforme de garde forestier, debout près de l'arbre sous lequel Drake avait disparu. Quand il les a interpellés, ils se sont retournés simultanément et ont disparu dans les sous-bois denses. Aucun agent n'était en service dans cette zone, et la neige était intacte. Les autorités ont refusé de commenter cet incident, invoquant le stress et les hallucinations du jeune employé. Malgré l'absence de corps, Benjamin Michael Drake a été déclaré mort en 1994 par décision du district fédéral. La théorie la plus effrayante, rarement évoquée à voix haute, est liée à la tente dont il a parlé à la radio. Ni avant ni après la disparition de Benjamin, aucune tente n'a jamais été installée à cet endroit. Mais il l'a vu, il s'y est rendu, il a disparu. Et comme le disent les rangers expérimentés, si vous apercevez au fond de la forêt un campement qui n'est pas indiqué sur la carte, ne vous en approchez pas, même si quelqu'un vous appelle de l'intérieur. Le parc national de Zion est l'un des endroits les plus pittoresques du sud-ouest des États-Unis. C'est ses gorges étroites, ses parois abruptes et les eaux cristallines de la Virgin River attirent chaque année des milliers de touristes. Parmi eux, certains connaissent ces lieux, autrement que par les brochures touristiques. Pour eux, chaque recoin du canyon est leur terrain de travail. L'un d'entre eux est le garde forestier Paul Richard Harris. En 1990, il travaillait depuis plus de 10 ans dans les services de protection des parcs nationaux et connaissait le canyon des Narrows mieux que quiconque. Paul était un homme robuste, trapu, au visage éternellement buriné par le vent, à la barbe courte et à la voix calme. Les touristes se souviennent de lui comme d'un professionnel aimable et sûr de lui. Il patrouillait les canyons avec une régularité enviable, connaissait bien les variations saisonnières du niveau de l'eau, les mouvements des masses rocheuses et les particularités du comportement des animaux. Au printemps 1990, Paul vivait dans la petite ville de Springdale, non loin du parc, et était considéré comme l'un des rangers les plus expérimentés de Zion. Il avait accompagné à plusieurs reprises des groupes de touristes dans des conditions difficiles, participé à des opérations de sauvetage et formé des débutants au travail dans les canyons. Le 18 mai 1990, conformément à son planning, Paul Harris est parti pour une inspection de routine
de la partie sud du Canyon Narrows, une zone particulièrement difficile d'accès où le cours étroit de la rivière s'écoule entre des parois rocheuses presque verticales. Il connaissait cet itinéraire comme sa poche. Il connaissait chaque rocher, chaque crevasse, où l'eau pouvait s'accumuler après les crues de printanière. Vers midi, un groupe de touristes de l'Idaho, qui descendaient dans le sentier à gué, ont aperçu Paul près d'un gros rocher. Selon eux, il se tenait dans l'eau peu profonde, notait quelque chose dans son carnet, puis leur a fait un signe de tête, les a salués et s'est dirigé vers le rocher, disparaissant de leur champ de vision. C'était un comportement habituel pour un garde forestier en service. Mais lorsqu'ils sont revenus au même endroit, 1 minute plus tard, pour demander leur chemin vers le ruisseau latéral, ils ont découvert que Paul n'était plus là. La situation leur a immédiatement semblé étrange. Le rocher se trouvait au fond du canyon. L'eau était peu profonde et le courant modéré. Tout autour, il n'y avait que des pierres teulales lisses, du sable humide et presque aucun abri. Il n'y avait aucune trace de son passage, pas de remous, pas de voix, aucun signe que quelqu'un ait bien grimpé sur les rochers ou plongé dans l'eau. L'un des touristes dira plus tard, c'était comme s'il avait fait un pas derrière le rocher et avait tout simplement disparu. Nous avons même fait le tour de la roche, pensant qu'il s'était peut-être accroupi ou avait cherché son sac à dos, mais il n'était pas là. Les touristes ont signalé cette situation étrange au poste de patrouille le plus proche, vers 14h45. 2 heures plus tard, une équipe de recherche composée d'employés du parc, de bénévoles et d'agents du bureau du shérif local était déjà sur place. Les recherches se sont poursuivies pendant toute la nuit, à la lumière des lampes torches, et le lendemain matin, des chiens pisteurs et plusieurs catamarans ont été mobilisés. Mais rien n'a été retrouvé. Il n'y avait ni sac à dos, ni carte, ni vêtements, ni même de traces de pas, pourtant généralement bien visibles sur le sable humide. Aucune caméra installée à l'entrée et à la sortie du site n'a enregistré la réapparition de Harris. L'eau était parfaitement claire, et même les plongeurs qui ont inspecté la zone près du rocher n'ont rien trouvé de suspect. La température de l'eau ce jour-là était d'environ 5 degrés Celsius, suffisamment froide pour provoquer un choc, mais pas assez pour que le corps disparaisse sans laisser de traces. 3 jours plus tard, les 2 directions de la rivière ont été inspectées, en amont, vers la source, et en aval, vers les parties plus larges de Narrows. Il semblait impossible de remonter les pentes sans équipement d'alpinisme que Paul n'avait pas avec lui. La forêt le long du sommet du canyon a été entièrement fouillée. La thèse de l'accident ne tenait pas la route. Pas de sang, pas de traces de chute, pas d'égratignures sur les rochers. Le 4e jour, tous les campements ont été inspectés. Des campements officiels au lieu de campements improvisés. Le résultat était le même. Aucune preuve, aucune trace. Les effets personnels de Paul étaient restés chez lui. Son appareil photo, ses papiers, ses clés de voiture, son sac à dos de rechange. Il n'avait pas l'intention de partir. Rien n'indiquait qu'il voulait mettre fin à ses jours ou disparaître intentionnellement. Au contraire, quelques jours auparavant, il avait commandé du nouveau matériel et discuté avec ses collègues de ses projets pour la saison estivale. Le 6e jour, les recherches ont été officiellement élargies. L'aviation civile a été mobilisée et les photos aériennes, y compris les photos satellites, ont été examinées. Toutes les gorges latérales, les crevasses peu visibles et les zones à végétation dense ont été fouillées. Rien. Ce n'était pas une simple disparition, c'était une disparition dans des conditions impossibles. C'est ainsi que s'est exprimé l'un des employés les plus anciens du parc, le capitaine Michael Robertson, qui travaille à Zion depuis les années 1970. Même s'il était parti, il n'avait pas le temps de s'enfuir, même s'il avait plongé, ou même s'il avait escaladé la paroi, comment? Rien ne colle. En mai 1991,
1 an après leur disparition, l'affaire a été classée comme « disparition sans trace dans des circonstances inconnues ». À la compréhension de la nature sauvage et de la vulnérabilité humaine. Brendan Jackson, Benjamin Drake et Paul Harris n'étaient mis pas des novices, mais des maîtres dans leur domaine, des hommes qui avaient d'y consacrer leur vie à la protection et à l'étude des paysages les plus rudes d'Amérique. Leur disparition a mis en évidence non seulement la fragilité des systèmes censés les soutenir, mais aussi quelque chose de plus inquiétant, une force inexplicable cachée dans les profondeurs des forêts, des canyons et des glaciers. S'agissait-il d'accidents tragiques, de défaillances du système, ou de quelque chose qui dépasse notre compréhension? Dans les commentaires, sur les forums, de l'ADK Forum à Reddit, les utilisateurs continuent de discuter de ces cas, avançant des théories allant des ours et des éboulements aux forces surnaturelles ou aux tentes mystérieuses qui mènent nulle part. Une chose est sûre, ces histoires ne nous laissent pas indifférents. Elles nous rappellent que même à l'ère de la technologie et des cartes, la nature sauvage a encore des secrets à nous révéler. Et peut-être vaut-il mieux que certains d'entre eux restent cachés. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Peut-être qu'ensemble, nous nous rapprocherons de la vérité.